Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Nouvel épisode aujourd'hui, nouvelle interview où j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Zimmer. Sébastien, bonjour, bienvenue avec moi aujourd'hui sur le podcast. Bonjour, merci beaucoup de me faire intervenir dans ce podcast, ça me fait très plaisir en tout cas. Eh bien écoute, je me réjouis de notre échange. C'est un podcast comme je les adore parce que on va traiter de sujets qui, a priori, comme ça à première vue pour les gens qui connaissent pas, on peut se dire mais ça n'a rien du tout à voir avec le sommeil, d'où ça sort, alors qu'en fait, et c'est la beauté du vivant, c'est la beauté de ce que tu fais, de ce que je fais, c'est qu'on va se rendre compte à quel point les choses, elles sont connectées, interconnectées, et qu'on va pouvoir tirer et filer plein de choses. Donc toi, Sébastien, tu accompagnes les gens qui souhaitent faire, on va dire, une reprogrammation au niveau de leur cerveau, au niveau des réflexes archaïques. Tu vas nous expliquer tout ça en détail, tu vas nous parler de toi. Et donc, on va voir à quel point ça va être lié avec notre quotidien, avec votre quotidien, vous qui nous écoutez. Donc, si aujourd'hui, vous manquez de concentration dans la vie de tous les jours, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez l'impression parfois de pas réussir à tenir vos objectifs, si vous voulez développer votre intelligence émotionnelle aussi, si vous avez envie de creuser tous les aspects de votre être pour vous sentir bien dans votre quotidien, mieux gérer votre stress, réguler un peu ce qu'on peut appeler le terrain anxieux, que beaucoup de personnes mettent en avant, parce que justement, ça fait des ruminations, ça fait des cogitations, ça impacte le sommeil, et parfois on est dans cet état-là, on n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Donc on va aller creuser tout ça. Sébastien, pardonne-moi de cette grande introduction. Je te laisse la parole pour nous dire un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Génial, merci beaucoup. C'était pas une longue introduction, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de prendre des notes sur des sujets à aborder, donc c'est très bien. Donc il y a une chose que tu as énoncée qui me parle énormément et qui est très vraie, c'est que je parle de sommeil, mais que je ne suis pas spécialisé du sommeil. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as très bien mentionné, c'est que dans la complexité du vivant, de manière générale, c'est que tout est interconnecté. Et en fait, le sommeil n'est qu'une répercussion, positive ou négative, de l'ensemble général du fonctionnement du système nerveux. Donc, je ne suis pas spécialiste du sommeil. Par contre, je suis spécialiste autour du fonctionnement du cerveau qui aura pour répercussion des incidences au niveau du sommeil. Donc ça, c'est très intéressant. Mmh. Donc, au niveau de mon parcours, donc je suis Sébastien Zimmer, je suis préparateur physique de formation, donc j'ai un master universitaire. J'ai également travaillé en collaboration avec un laboratoire de neurosciences à Lausanne, lorsque je vivais en Suisse. Et en fait, ça m'a permis de faire le pont entre la théorie, donc à travers les neurosciences, avec la pratique et l'entraînement. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis très centré autour du mouvement, de manière générale, sur la performance physique au début de ma carrière. Et en fait, c'était comme s'il y avait deux mondes totalement différents. C'est-à-dire que d'un côté, on avait les neurosciences, donc le fonctionnement du cerveau, et de l'autre côté, on avait les muscles, comment créer un mouvement qui soit fort, efficace, etc. Sauf qu'à un moment donné, comme on l'a très bien dit, dans le vivant, il y a tout qui est interconnecté. Et donc, en tant que préparateur physique, on a tendance à s'intéresser très fortement sur le mouvement. Le muscle, comment est-ce qu'il se contracte, etc. Sauf que, il y a un élément commun, c'est le cerveau qui dit au muscle comment se contracter. Du coup, le pont, il est quand même tout fait entre l'impact du cerveau sur le mouvement. Et c'est toute cette recherche qui m'a alimenté à travers ma carrière à comprendre le cerveau. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus recentré sur l'intelligence de manière très générale et comment fonctionne notre cerveau plus que le mouvement en tant que tel. C'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui sont à la fois dans la performance physique, mais également dans la performance cognitive, comme la productivité, comme l'anxiété, etc. Donc voilà, un petit peu mon parcours. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis spécialiste au niveau du cerveau. On a même créé une société avec deux autres collègues autour de Labo RNP, donc pour reprogrammation neuroposturale, où l'objectif étant de remettre le cerveau au cœur de l'équation à travers la motricité, à travers le mouvement, à travers l'apprentissage, à travers la cognition. Eh bien, écoute, pour aller dans dans ce que tu viens d'impulser, je suis en train de rechercher parce que j'ai fait mes devoirs et Ah, j'ai sélectionné
un tout petit paragraphe que tu avais envoyé dans une newsletter et je vais la citer pour démarrer cet épisode ensemble. Tu nous dis, et si la vraie intelligence, c'était de savoir s'éteindre, pas pour disparaître, mais pour revenir à l'intérieur, pour redonner à ton cerveau ce qu'il attend depuis toujours, un tempo, une boucle, une oscillation. Pas plus de sommeil, et un sommeil qui a du sens. Alors j'avais vraiment beaucoup aimé ce paragraphe, qui s'intègre bien sûr dans une newsletter complète que tu avais fait justement autour du sommeil et du rythme, parce que j'adore cette notion d'oscillation là. Tu m'as parlé au cœur, parce qu'effectivement, on a trop tendance à prendre le sommeil comme un espèce de truc, tu t'attrapes le sommeil comme ça, il arrive, on ne sait pas trop comment, et puis finalement, on espère le garder au maximum, et puis quand il s'avance, on se dit mince. Alors à l'inverse, j'ai attrapé une insomnie, tu sais, comme on aurait attrapé, je sais pas, la grippe. Et non, alors bien sûr, je dis ça avec beaucoup d'ironie, mais les personnes qui me suivent connaissent un petit peu ce discours-là. C'est le fait de dire que le sommeil, c'est une fonction innée du corps, il est impulsé au niveau du cerveau parce que notre cerveau et notre horloge biologique vit au travers de rythmes. Et donc il y a des oscillations au niveau des neurones qui viennent impulser des grandes vagues et qui permettent au sommeil de se mettre en place, mais aussi d'y rester. Et donc effectivement, quand ça peut pas se faire correctement, pour plein de raisons, eh bien le sommeil, il est pas là. Alors pour aller plus loin, et je vais aller sur ma première question, pour toi, aujourd'hui Sébastien, dans cette lignée-là, qu'est-ce que c'est pour toi le sommeil? Quel rapport tu as à ton sommeil? Avant qu'on aille dans tout le reste de ce qu'on va explorer, l'anxiété, les émotions, le corps, etc. C'est une question très ouverte. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je n'ai jamais eu de problème de sommeil à date, sauf à 2 périodes. C'est-à-dire que je veux dire par là, c'est que j'ai pas eu de problématiques chroniques, etc., dans la capacité à m'endormir ou de me réveiller fatigué. Sauf dans 2 cas bien précis. Le premier, c'était, à un moment donné, on était baigné dans cette culture de performance. Donc là, on parle de performance cognitive de manière générale, parce qu'on a, encore une fois, on a une entreprise à faire gérer. Et en fait, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as beaucoup de boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles un petit peu plus tard et tu te lèves un petit peu plus tôt. Et du coup, en fait, la première chose qu'on commence à rogner, c'est le sommeil. Pourtant, c'est la chose la plus importante. Et donc, j'ai pas eu de problématique de sommeil en tant que telle. Par contre, j'avais une journée tellement chargée, je terminais le travail un petit peu plus tard. Je me levais un petit peu plus tôt. Et à chaque fois, un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus, jusqu'à un moment donné où tu vois que ton sommeil il devient quand même très court. Et tu te dis, si tu continues dans cette même ligne-là, au bout d'un moment, il y aura plus de sommeil. Et ça, c'est juste physiologiquement impossible. Donc, au bout d'un moment, après, j'ai commencé à avoir des patterns qui sont négatifs, mais liés à mon manque de sommeil. C'est-à-dire que je reniais mon sommeil pour être plus productif parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais sauf qu'à force de renier, je devenais moins productif. En fait, c'est un petit peu le cerveau qui se mange la queue. Donc, c'est-à-dire qu'on t'idéalise un modèle dans lequel il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et donc, au bout d'un moment, parce que les journées ne sont pas extensibles, tu vas rogner là où tu peux rogner. Tu enlèves les loisirs, tu enlèves le sommeil, tout ce que tu penses ne pas être utile pour la performance. Et pourtant, et moi c'est ce que j'aime bien dire, c'est que le sommeil c'est ton vrai super pouvoir. C'est là où il y a toute la magie qui s'opère. Et on en parlera juste après. Donc ça c'était ma première problématique autour du sommeil. La deuxième c'était à travers les voyages. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est un très grand voyageur. Donc je prends l'exemple, en l'espace de 2 semaines, je suis passé de Bali pour arriver jusqu'en Amérique du Sud. Donc je me suis mangé quasiment 12 heures de décalage horaire, de jet lag, pas évident. Et donc, ce que je veux dire par là, donc j'ai eu des problématiques de sommeil, mais plus d'acclimatation. Donc, c'est là où je me suis quand même beaucoup questionné à comment fonctionne le sommeil. Parce que quand tu arrives à un nouvel endroit, il faut que tu t'acclimates. Donc après, tu commences à faire tes recherches, tu essaies d'expérimenter. Et tout ce que je développe à travers la BNP et avec Sensorium, donc la fameuse newsletter, ce sont que des choses que j'éprouve. Des fois, il y a des choses qui me permettent d'expérimenter des choses, d'avoir un certain recul, qui me permettent de faire des recherches derrière, qui me permettent d'avoir un certain recul, mais également de parler exactement de ce que je sais. C'est pour ça que je parle beaucoup d'incarner, parce que je pense que la théorie, elle est bien, mais à partir du moment où tu la confrontes pas forcément à la pratique, il y a souvent un gap, un petit delta entre les deux. Donc voilà, mon rapport au sommeil, il est très bon, sauf à une période de ma vie où j'essayais de rogner. Et aujourd'hui, c'est plus par rapport au jet lag, où là, j'essaie de moduler et d'utiliser toutes les connaissances que j'ai pour essayer de limiter au maximum l'impact. Tiens, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Donc là, tu viens d'arriver en Colombie et décalage horaire comme tu l'indiquais. Qu'est-ce que tu as fait?
Si tu avais 3 conseils à partager à quelqu'un là qui ferait comme toi, qui serait en décalage horaire, du coup plutôt vers l'ouest, qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a aidé et que tu pourrais conseiller? Alors, je pense que le premier gros astuce, ce serait d'essayer d'arriver le jour. C'est-à-dire que de manière générale, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. En fait, on a des petits récepteurs au niveau de l'œil qui vont capter la lumière. Et ça va projeter directement sur l'hypothalamus et ce qui va caler directement ton cycle circadien. Donc, on va en parler des cycles et des rythmes et d'oscillations plus tard. Mais en fait, le cycle circadien, c'est justement avec le jour et la nuit. Donc, on parle de sommeil, mais qu'est-ce que tu fais la journée? Donc, je dirais, la première des choses, c'est essayer d'arriver dans un nouveau pays avec de la lumière et directement t'exposer à la lumière. Et surtout, ne pas briser le rythme et t'essayer de t'acclimater le plus rapidement possible par rapport à la vie locale et pas arriver parce que tu as passé une mauvaise nuit dans l'avion à tout de suite dire, ah, je vais faire une petite sieste juste pour m'acclimater alors qu'il est 13 heures de l'après-midi. Ça, je pense que c'est la pire erreur à faire. Donc, je dirais ça, c'est tout de suite s'acclimater de manière générale par rapport à la lumière naturelle et directement par rapport au train de vie local. Manger au repas où ils mangent, essayer de se coucher à l'heure, même si le soir, tu vas être complètement décalqué. Essaye de forcer le premier jour, le deuxième, et après, normalement, ça ira un petit peu mieux. Ok. Bon, on referme cette Voilà. parenthèse sur le jet lag. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes là en plus. On enregistre cet épisode. Alors, je sais pas exactement quand est-ce que je vais le diffuser, mais on enregistre cet épisode. On est toute fin juin, donc il y a pas mal de personnes qui vont partir en vacances. J'espère qu'ils pourront avoir ce conseil avant leur décalage horaire, si toutefois ils partent à l'étranger. Alors, moi j'ai été très sensible aux réflexes archaïques, à ce que tu appelles donc de la reprogrammation neuroposturale depuis un certain temps parce que j'y ai été confrontée à la fois à titre personnel, mais aussi pour mes enfants, enfin en tout cas pour mon aîné, où j'ai vu ce que ça pouvait donner lorsque justement il y avait une instabilité, on va dire une insécurité intérieure. Et ce que ça peut donner justement d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue concentration, d'un point de vue confiance en soi. Et je vais donner une petite anecdote, comme ça te permettra de rebondir. C'est d'ailleurs, même pour moi, c'est encore un travail qui est quotidien, même si je n'arrive pas, je l'avoue, je n'arrive pas à m'astreindre à une routine suffisamment rigoureuse et sérieuse pour pouvoir dépasser les choses dont j'aurais besoin. Mais j'ai déjà fait pas mal de chemin par rapport à il y a quelques années en arrière. Et donc là, la routine que je vais te partager, Sébastien, ça va probablement te faire sourire parce que tu dois voir ça tout le temps pour les personnes que tu accompagnes, à ce que tu partages. J'ai fait il y a quelques semaines en arrière un stage pendant 2 jours. Donc j'étais avec tous les participants et on se retrouve à faire un atelier où on était debout. Cette posture debout, sans bouger, sans marcher, pour moi, elle est difficile à tenir. Mon corps, il est sans cesse en train de se chercher. Et donc, je me rendais compte à quel point je peinais à me concentrer et comme je me sentais anxieuse dans cette posture. J'avais la sensation que j'étais beaucoup plus stressée. Et dès qu'on avait la possibilité de s'asseoir, je sentais cette anxiété naissante qui était quand même là, disparaître. Donc, on était debout, parce qu'on y restait quand même une demi-heure, 1 heure et demie, on se remettait debout. Et là, je sentais tout mon être qui était en train de fournir un effort pas possible. Et je me disais, mais heureusement que je suis pas obligée d'être sans cesse en statique tout le temps. Et j'en parle notamment parce que il y a beaucoup de personnes qui vont animer des réunions, qui vont peut-être comme moi ou comme toi faire des conférences, c'est-à-dire t'es debout pendant peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Et peut-être que l'anxiété que tu ressens à ce moment-là, elle n'est pas que dans la tête. Mais elle est aussi dans le corps, parce que le corps, il ne se pose pas, il n'est pas en sécurité à l'intérieur. Tu vas nous expliquer, je sais pour plein de raisons, et je suis très curieuse d'en savoir plus, parce qu'il me manque plein d'infos là-dessus. Et je pense que ça va intéresser de nombreuses personnes qui vont ressentir la même chose. Donc, c'est mon premier point. J'insiste sur le fait que le stress, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le ventre, on connaît l'importance du microbiote, mais c'est aussi dans ce lien entre le cerveau, les muscles, la posture. Est-ce que tu peux nous démarrer par ça, nous développer tout ça, Sébastien? Qu'est-ce que ça t'inspire? Bien sûr. J'ai noté beaucoup de petites choses. Il y a beaucoup de choses à rebondir. Mais déjà, il y a 2 concepts clés à bien comprendre. C'est d'une part, et si on reprend le spectre autour du cerveau, c'est que le cerveau, il est fait pour 2 choses. La première, c'est survivre.
et la deuxième, c'est créer le mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, être immobile, rester en position statique, debout pendant une durée indéterminée, ce n'est pas physiologique dans la mesure où c'est pas ce pourquoi tu es fait, étant donné que tu es fait pour le mouvement. Donc, c'est-à-dire que euh, rester debout un certain laps de temps qui est plus ou moins long selon l'expérience, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut bouger. On est fait pour bouger. Mais ça, le mouvement ne se fera que dans un second temps. C'est d'abord, le cerveau cherche à survivre. Et c'est pour ça que tu parlais des réflexes archaïques. Il y a des études qui viennent prouver des choses autour des réflexes archaïques. Il y a des choses qui sont décriées. Par contre, la réalité, c'est quoi? C'est qu'un réflexe archaïque, par définition, c'est un mouvement involontaire basé sur la survie. Il y a un réflexe très simple que beaucoup de parents connaissent. Si on met le doigt dans la main d'un bébé, il va fermer automatiquement la main. C'est pas forcément parce qu'il vous aime, même si je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça, mais c'est surtout un mouvement archaïque, un mouvement primitif. Et en fait, ce qui veut se dire par là, c'est que le mouvement n'est pas encore bien calibré. C'est-à-dire qu'on est là de l'ordre de l'involontaire. Et en fait, un moment, et comment est-ce que le bébé comment il va intégrer tout ça? C'est la fameuse période où le bébé, quand il va tenir sa fourchette, il va commencer à la laisser tomber, ou la cuillère. Et toi, en tant que parent, tu vas dire, mais non, arrête de tout jeter. Et lui, justement, c'est son moyen de venir calibrer les informations sensorielles de manière à mettre un contexte qui est sécuritaire. Parce que pourquoi? C'est que lorsque je mets mon doigt dans sa main, il va la fermer automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cherche à s'agripper. Il y a quelque chose qui est menaçant. Exemple très simple, si demain tu es un petit peu énervé ou stressé, un des mécanismes que tu vas commencer à serrer un petit peu les mains. Je commence à être énervé, tu vas commencer à serrer les poings, tu vas ressentir la tension au niveau des avant-bras, etc. En fait, c'est juste des mécanismes de réaction par rapport à une menace. Et le bébé, c'est exactement la même chose. Et donc, par rapport à une menace, revient donc à la fameuse notion de survie. Et c'est pour ça que de manière générale, on essaie, dans un premier temps, que ce soit pour des problématiques de sommeil ou de manière générale la concentration, c'est apporter de la sécurité. J'avais lu il y a très longtemps de ça un livre qui m'a bien parlé, c'était Teaching Pain to Patients. C'est enseigner la douleur aux personnes. Donc c'est un livre de neurosciences qui à l'époque coûtait un petit peu cher, mais qui était très intéressant, que j'avais trouvé à la bibliothèque. Et en fait, il utilisait tout le temps l'image d'un lion. Et c'est-à-dire que dans chaque situation, imagine que tu es avec un lion. Je m'explique. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es en sécurité? Et pour te concentrer, s'il y a un lion en face de toi qui cherche à te manger, il y a de fortes probabilités que ton attention se disperse parce que tu vas tout le temps regarder les lions. Est-ce qu'il est en train de m'attaquer ou pas? Donc on est d'accord que avoir ce lion pas loin de toi reste très difficile à te concentrer dans une tâche bien précise. Exemple de nouveau en cas avec le podcast, le sommeil. S'il y a un lion en face de toi, est-ce que tu es apte à avoir une nuit récupératrice avec un sommeil profond, etc. alors qu'il y a un lion qui est pas loin de toi et tu sais, à tout moment peut venir te manger. Bah forcément, tu vas te réveiller un peu fatigué toute la nuit, tu vas un petit peu te réveiller. Il est toujours pas en train de m'attaquer? Non. En fait, le sommeil n'est pas récupérateur. Et ce que je veux dire par là, c'est que de manière générale, lorsqu'on s'intéresse au système nerveux, bah, le job numéro 1, c'est la survie. Et pour ça, on n'a pas le choix de s'intéresser à la sécurisation du système. Pour ça, on a différents outils, que ce soit les réflexes archaïques, que ce soit le mouvement, que ce soit le système sensoriel, que ce soit l'alimentation. En fait, c'est plein d'outils qui ont pour un objectif bien prioritaire pour le cerveau, c'est mettre de la sécurité. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir chercher plus de choses. Et ça me permet de rebondir également. Tu disais que la concentration, le fait d'être debout. Il y a toujours il n'y a pas de blanc ou de noir. C'est toujours un paradoxe, c'est toujours un continuum, c'est toujours une question de balance, de rythme. C'est-à-dire que être debout de manière immobile, d'une part, on n'est pas fait pour être immobile. D'autre part, être immobile n'existe pas. Il y aura tout le temps des micro-oscillations. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un concept en neurosciences qui s'appelle le coût postural, le coût attentionnel postural. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'es pas stable dans tes appuis, donc c'est-à-dire que tu balances là j'exagère, d'accord? Tu balances un petit peu trop de gauche à droite, en avant, en arrière, bah ton cerveau, il va commencer à percevoir une menace parce que si tu bouges un petit peu trop de côté parce que tu n'es pas stable dans tes appuis, ton cerveau aura l'impression que tu risques de chuter. Quel est le plus important? Éviter la chute? Te concentrer dans une tâche. D'abord, je cherche à ne pas chuter et ensuite je peux être productif. Ensuite, je peux être concentré. Et en fait, c'est pour ça que l'équilibre de manière générale, donc on parle d'équilibre avec les deux pieds joints ou une jambe, etc., est un très bon révélateur de ta capacité à te concentrer et à gérer l'anxiété. Parce que c'est ta capacité également à gérer la sécurité. Et c'est pour ça que, bien que tu sois immobile, gère d'abord ton équilibre parce que si tu n'es pas stable dans tes appuis, ton système nerveux aura l'impression que tu tombes. Et pour moi, pour mon système nerveux, c'est plus important que tu ne tombes pas que tu sois concentré dans une tâche.
Oui, et alors du coup, je vais tout de suite rebondir là-dessus, Sébastien, parce que il y a beaucoup de personnes, et j'en faisais partie, qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas stables. Et donc, ils vont se dire, bah, Hmm. j'ai 2 pieds, je marche, je tombe pas, c'est bon, je suis pas en train de ramper ou de marcher à 4 pattes, donc je suis stable. Et là où ce que tu dis, c'est très pertinent, très très intéressant, c'est que finalement, on peut être gêné dans notre mental, dans nos émotions, dans notre gestion du quotidien, par quelque chose qu'on ignore complètement. On a l'impression d'être stable, or on ne l'est pas, et du coup le cerveau, lui, va mettre plein d'énergie, toute une partie de son attention sur le fait de gérer cette instabilité permanente. Et du coup, c'est quelque chose qui n'alloue pas à autre chose. Et donc, c'est très stressant. Et c'est vrai que cette hypervigilance, elle est complètement contre-productive pour une sieste, pour les breaks en journée aussi. Parce que finalement, c'est beaucoup plus coûteux pour lui de venir s'apaiser, redescendre, que de rester en hypervigilance, parce que c'est comme ça qu'il se sent le plus en sécurité, d'être en hypervigilance, d'être un peu coincé en haut. Et donc, comment savoir si finalement on est stable sur nos appuis, et qu'est-ce qui ferait qu'on n'est pas stable sur nos appuis? Tu l'as très bien mentionné, effectivement, que les gens n'ont pas forcément conscience de ne pas être stable sur les appuis, pour une raison très simple, c'est que l'équilibre, de manière générale, se fait de manière inconsciente et involontaire. C'est-à-dire même si un test tout simple que tout le monde peut faire à la maison, ben, il faut se mettre les pieds joints, on met les mains sur la poitrine et on ferme les yeux. Tu devrais être capable de tenir au moins 30 secondes. Ça, c'est pour un niveau 1. En niveau 2, en appui sur une seule jambe, avec les yeux ouverts pendant 30 secondes, tu devrais être capable de tenir sans chuter à gauche ou à droite, ou en avant ou en arrière. Donc, et ce qui est intéressant, on a 2 pieds, donc faire le même test sur la jambe gauche et sur la jambe droite. On a tendance à l'oublier. Et ce qui est très intéressant, tu parlais également de marche. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que lorsqu'on marche, généralement, on devrait faire 10 000 pas par jour. Tout le monde le fait en théorie. En théorie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu n'es pas bien équilibré, par exemple, le test qu'on a mentionné tout à l'heure, tenir en appui sur une seule jambe, jambe gauche, tenir en appui sur une seule jambe, jambe droite. Imaginons, dans un contexte où la jambe gauche, tu arrives à tenir 30 secondes, par contre, la jambe droite, tu tiens que 10 secondes. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, ton corps a toujours l'impression que tu tombes à droite. Donc, ça veut dire que, potentiellement, tu auras perte de concentration. On parle de déséquilibre physique, mais peut-être de déséquilibre émotionnel. Pourquoi pas? Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que lors de tes 10 000 pas, on te demande de marcher 10 000 pas, mais tu n'es pas en train de marcher 10 000 pas, tu es en train de te rattraper 10 000 fois. C'est-à-dire que tu fais que des chutes. Tu te rattrapes sur une chute. Tu te rattrapes sur une chute. Et donc là, on va faire le parallèle par rapport au physique, à proprement parler. C'est-à-dire que si pendant 10 000 pas, tu ne fais que chuter et tu te rattrapes 10 000 pas sur un jour, sur 2 jours, sur 3 jours, et après, on voit un petit peu l'accumulation. Et à bout d'un moment, on dit, ah, mais j'ai tout le temps des tensions à droite, au dos, à la cheville, au genou, à la hanche. C'est normal. Ça fait 10 000 pas par jour, multiplié par le nombre de jours où tu ne fais que te rattraper. Au bout d'un moment, il y a des tissus, ils sont beaucoup plus sursollicités de ce côté-là. Voilà, c'était une parenthèse par rapport à ça. Ah oui. Euh, On y reviendra après sur les douleurs, parce qu'effectivement, les douleurs, bah, elles peuvent empêcher le sommeil, hein, très clairement, de façon directe ou oui. indirecte. Donc on y reviendra, mais je te laisse continuer. Ouais. Mais en tout cas, il y a ce test très simple. Il faudrait, encore une fois, idéalement, avec les 2 pieds joints, les yeux fermés, pouvoir tenir 30 secondes sans chuter, et sur la jambe gauche et sur la jambe droite, 30 secondes avec les yeux ouverts. Donc ça, c'est un petit test que tout le monde peut faire directement chez lui à la maison. Petit conseil, prenez quelque part où vous agrippez au cas où s'il y a une chute. Le but n'est pas de tomber, évidemment. Et donc, en fait, il y a toujours ce parallèle, et comme on l'a très bien dit, dans le vivant, il n'y a pas de scission. C'est-à-dire que le mouvement, de manière générale, ta capacité à te mouvoir sera toujours corrélée à ta capacité cognitive, concentration, productivité, logique, et ta capacité émotionnelle. Et l'un aura toujours des répercussions sur les autres, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur la gestion des émotions. C'est très simple. Tu as une certaine posture, tu as un mal à un endroit, tu as l'émotionnel qui a commencé à venir, bah, tu vas essayer de trouver des stratégies, bah, tu seras un petit peu plus stressé, etc. Et qui auront des répercussions sur plein d'autres choses, comme le sommeil, comme la productivité, comme les choses qui sont beaucoup plus manifestes et qu'on peut observer à tous les jours. Hmm. Et oui, et en plus, c'est vrai que là, on a parlé de la position debout, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur la position aussi assise, parce que bah, pour la majeure partie d'entre nous, je pense pas me tromper pour personne qui nous écoute aussi, on travaille assis, en tout cas, on passe du temps en position assise. Et la position assise, c'est pareil, il y a quand même, on va être dans une certaine posture qui va être régulée aussi par certains réflexes qui ont été intégrés ou pas. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que tu nous
partage ce que c'est que l'intégration du réflexe. Mais bon, je te laisserai peut-être juste après, je termine ma question. Et du coup, si on n'est pas bien dans cette position assise et qu'on passe nos journées complètes à travailler à un bureau en position assise, bah, quelle est la répercussion sur notre état d'être? À mon avis, et j'attends ton point de vue là-dessus, bien sûr, à mon avis, on va être beaucoup plus stressé, beaucoup plus se sentir beaucoup plus fatigué que si on était bien posé dans notre posture. Qu'est-ce que tu penses? Alors, il y a plusieurs choses que je me suis noté. Déjà, la première, on a tendance, de manière générale, à blâmer l'activité qu'on fait. C'est-à-dire que les personnes qui sont debout vont dire j'ai mal parce que je suis toujours debout. Les personnes qui sont assises diront j'ai mal parce que je suis toujours assis. Ok, c'est quoi le juste milieu? Et en fait, ça me permet de rebondir là-dessus sur une expérience personnelle. Ce qui m'a beaucoup permis de tourner autour de cette approche autour du cerveau, c'était une expérience personnelle et notamment des douleurs. Donc en fait, j'ai eu des blessures quand j'étais sportif, donc je faisais du foot, ligaments croisés comme beaucoup de footballeurs. Et ensuite, j'ai jamais vraiment réussi à retrouver mon niveau d'avant. Donc une grande part de mon entraînement était dédiée, on va dire, à la culture physique, le développement, etc. Et sauf qu'à un moment donné, on disait faites du squat. Donc le squat, c'est le fameux moment où on s'accroupit. Faites des squats, c'est bon pour la santé. Et en fait, je faisais ça, je répétais ça 2-3 fois par semaine. Et au bout d'un moment, j'ai eu un moment d'introspection. C'est-à-dire que je faisais des squats. Jour 1, c'était le lundi. Le mardi et le mercredi, plus ou moins les 2 jours, j'étais couché au lit parce que j'avais mal au dos. Jeudi, rebelote. C'était soi-disant ma séance de squat. Je faisais ma séance de squat parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé. Et pareil, vendredi, samedi, j'étais de nouveau couché au lit parce que j'avais mal au dos. Et en fait, je répétais le même schéma. C'est-à-dire que je m'entraînais, j'avais mal au dos. Je m'entraînais, j'avais mal au dos. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, il y a un problème. Je m'entraîne pour la santé. On me dit, fais des squats, c'est bon pour la santé. Toi, tu fais des squats et t'as mal au dos. Le problème, c'est moi ou c'est le squat? Et après, tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi. Tu vois plein de personnes qui font des squats, mais qui n'ont pas mal au dos. Et là, tu dis, la dure réalité, c'est quoi? C'est que le problème, c'est toi. C'est pas le squat en tant que tel. Et en fait, ce que je veux dire par là, par rapport à cette petite anecdote, c'est qu'on a tendance à blâmer l'activité qu'on fait tous les jours. Ah, je porte mon sac à main à droite, c'est pour ça que j'ai tout le temps mal à l'épaule droite. Je suis toujours assis, c'est pour ça que j'ai mal au dos. Je suis toujours debout, c'est pour ça que j'ai mal au dos. Et en plus à la région cervicale. Je travaille derrière un ordinateur, c'est pour ça que j'ai mal à la région cervicale. Ok. L'activité, certes, peut ne pas aider, mais à un moment donné, il faut aussi regarder ton système à toi. Est-ce que ton système est capable d'endurer ce que tu lui proposes? Est-ce que ton système est capable d'endurer le fait d'être assis pendant 5 heures? Est-ce que ton système est capable d'endurer le fait d'être debout pendant 4 heures? Et en fait, c'est toutes ces questions-là, c'est que oui, il y a l'activité en tant que telle qui peut avoir un impact directement sur ton système à toi, mais est-ce que toi, ton système est capable d'endurer la tâche que tu lui demandes? C'est-à-dire que arriver à tenir 4 heures, 5 heures assis sur une chaise, est-ce que c'est physiologique? Non. Est-ce que ça devrait faire mal, créer des douleurs, perdre des concentrations? Non. Mais par contre, tu devrais être capable de le gérer, plus ou moins à une certaine échelle. C'est-à-dire que il y a toujours ce vecteur-là où il y a des choses qui sont pas forcément bien pour toi. Être debout pendant 10 heures, c'est pas bon. Être assis pendant 10 heures, c'est pas bon. Par contre, tu devrais être capable de le tolérer sur une courte période de temps. Et donc, il n'y a pas forcément de meilleure posture, il n'y a pas forcément de meilleure position. Parce qu'on parlera plus de position. Mais ce qu'il faut, c'est toujours bouger. Parce qu'on le rappelle, les 2 règles principales du cerveau, c'est d'une part survivre, et une fois qu'il survit, c'est bouger. Donc c'est entraîner du mouvement, mais qui soit efficient et bon pour ton système. Donc le meilleur moyen, et c'est pour ça qu'il y a une méthode que j'aime bien dans la productivité lorsque je travaille assis, c'est la méthode du Pomodoro. C'est-à-dire que, outre la méthode de productivité où on te dit 25 minutes de travail, 5 minutes de récupération, répétée sur plusieurs fois, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir cette alternance entre tu vas travailler pendant 25 minutes de manière focus et profonde sur une tâche, et ensuite les 5 minutes, tu vas pouvoir les agencer comme tu veux, mais par contre, justement, tu peux en profiter pour bouger. Parce que la réalité, c'est que si tu travailles assis, bah, t'as pas d'autre choix que de travailler assis. Donc, c'est-à-dire que tu as tes rendez-vous, etc. Donc, profite de ces 5 minutes de break, ou si ton rendez-vous dure 1 heure, bah, après le rendez-vous, prends 5 minutes simplement pour marcher, pour t'hydrater, mais justement pour recréer du mouvement. Parce que le mouvement, faut pas l'oublier, c'est le premier langage de ton cerveau. Et ça rentre dans le même paradoxe que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que au fur et à mesure, j'avais des journées tellement remplies, bah, je grignotais sur le sommeil. Sauf que là, c'est pareil, c'est-à-dire que on veut tout le temps être focus sur la tâche, sur notre rendez-vous, sur la tâche à faire, notre document Excel, etc. Mais n'oublie pas que c'est ton cerveau qui permet de créer cette tâche. Ton cerveau, il a besoin de quoi? Il a besoin de mouvement. Bouge et reviens sur ta tâche. C'est comme si, il y a une image qui me vient en tête, c'est comme si
Tu as une voiture, faut que tu ailles à une direction donnée. On va dans le sud, on va à Nice, par exemple, ou à Saint-Tropez. Tu prends ta voiture et au bout d'un moment, tu vois le réservoir qui commence à être plein. Du ah, mais j'irai faire le plein plus tard. Sauf qu'à un moment donné, tu seras vraiment à court d'essence et tu n'auras pas le choix. Donc des fois, il faut faire son petit plein pour arriver jusqu'à destination. Là, c'est pareil, c'est par des breaks actifs ou par le sommeil de manière très générale. Bah, du coup, ça corrobore quelque chose que j'adore conseiller, à savoir aller marcher, sortez en extérieur entre vos rendez-vous, avant d'aller au boulot, le soir en rentrant du boulot, à votre pause déjeuner. Donc, merci Sébastien, tu mets de l'eau à mon moulin par Avec rapport à plaisir. ça. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Alors, à la fois pour les raisons que tu viens d'évoquer, et puis aussi parce que dans ce break mental, émotionnel, physique aussi par rapport à ce que tu viens de nous dire, eh bien on trouve de la ressource. Ça permet de pas arriver le soir comme une cocotte minute d'espérer qu'on pourra mettre notre cerveau en mode off à 22h30 quand on l'aura décidé, mais justement de préparer cette voilà, je suis active et puis je redescends. Je suis à nouveau actif et puis je redescends. Et finalement, c'est dans ce yo-yo-là qu'on va trouver le meilleur fonctionnement possible pour le corps. Donc, si je récapitule, on est d'accord que certes, on n'est pas designé pour passer X heures dans la même position, assis, debout, etc. Mais on pourrait le supporter si notre système justement, a bien intégré tous les réflexes, si on est bien posé, si on est bien ancré dans notre posture. Si on l'est pas, tout devient beaucoup plus difficile. Tout mange de l'énergie, tout empêche la concentration et tout est beaucoup plus stressant. Donc la question que je te pose, c'est si on se rend compte de ça, on n'est jamais bien dans n'importe quelle posture, et vraiment je parle en connaissance de cause, parce que moi j'étais bien ni assis, ni debout, ni rien, jamais. Il n'y avait jamais une posture qui était ok, sauf peut-être quand j'étais allongée, mais vu que je dormais pas, je détestais la position allongée. Donc, on était Restait bien. plus beaucoup de fenêtres. Restait plus Ouais, il beaucoup de restait pas fenêtres pour être grand-chose. bien. Je nageais, je trouvais que c'était pas mal, mais bon, j'étais pas un poisson, j'allais pas vivre dans l'eau. Donc oui, il fallait que je trouve une solution. Et donc, la question que je te pose, et que tout le monde, je pense, se pose en nous écoutant, c'est, alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se rééquilibrer dans cette posture et moins peiner finalement, pour pouvoir être plus résilient, plus adaptable aux situations du quotidien. Et c'est là où peut-être cette notion d'intégration sera intéressante à développer. C'est génial. Il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est cette notion de coût énergétique. C'est-à-dire, et si on reprend l'image qu'on a utilisée tout à l'heure avec la voiture. Je pars de Strasbourg pour arriver à Saint-Tropez. Peut-être qu'avec une bonne voiture bien calibrée, etc., ça va me prendre un plein d'essence. Ça, c'est cool. Par contre, si je prends une voiture qui est un petit peu plus rapide, mais qui est un petit peu plus bancale, pardon, ça va me prendre 3 pleins d'essence. Pour ton système nerveux, de manière générale, il prendra toujours l'option la plus efficiente possible, c'est-à-dire qu'il prendra un plein d'essence. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il va tout le temps chercher à minimiser le coût énergétique. Par contre, des fois, il va devenir trop important quand il est trop instable. Et en fait, la deuxième chose qui me vient en tête, c'est par rapport à ce que tu disais, et ça rejoint beaucoup avec ce qu'on développe avec la BONP, et c'est une question qui vient très client, comment est-ce qu'on peut faire de manière générale? Et ça rejoint avec Labo. Au début de ma carrière, j'étais beaucoup dans la performance physique après en parler. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'avant un athlète, il y a un humain. Et en fait, avant même une tâche bien spécifique, c'est qu'il y a un humain. Et donc en fait, de manière générale, on essaie de travailler sur l'humain qui est derrière la personne, derrière le statut social, derrière sa carrière. On travaille avec un être humain. Et en fait, on va tout le temps trouver des stratégies qui vont nous permettre de resécuriser le système de manière à utiliser son plein potentiel. Donc, on parlera d'intégration des réflexes archaïques. Parce qu'encore une fois, un réflexe archaïque non intégré, c'est une menace potentielle pour ton cerveau. Un réflexe archaïque, comment est-ce qu'il fonctionne? Par des stimulations sensorielles. Donc là, on rejoint le deuxième niveau d'évolution. On rappelle, le premier, c'est la survie. Une fois que ton système nerveux il est sécuritaire, ensuite, il peut créer du mouvement. Et là, on parlera de mouvement physique, de mouvement et d'exploration au niveau émotionnel et cognitif. Et comment est-ce qu'on fait ça? Dans le mouvement, de manière générale, comment est-ce que ça fonctionne? Depuis tout petit, en fait, il est drivé, il est alimenté par un système sensoriel. Donc, ce sont nos sens. C'est-à-dire notre sens au niveau de l'oreille interne, notre sens au niveau de la vue, notre sens au niveau de l'olfaction. En fait, tous nos sens vont nous permettre d'avoir une réponse motrice. Et à l'inverse d'un bébé et des réflexes archaïques, c'est que le mouvement, il est fait de manière volontaire et archaïque. À l'inverse, un adulte, il est fait de manière volontaire dans un souci d'efficience et d'efficacité. Et en fait, pour recalibrer de manière... Que je comprenne bien par rapport à ce que tu dis, donc tu dis chez l'enfant c'est involontaire, chez le tout petit, le bébé, C'est ça. chez l'adulte c'est volontaire. C'est ça. Et si je reprends l'exemple tout à l'heure, avec
on met le doigt au niveau de la main du bébé, de manière naturelle, archaïque et involontaire, il va fermer la main. Aujourd'hui, à un adulte, tu lui mets un doigt au niveau de la main, il va pas fermer la main. Sauf si le réflexe est toujours présent. Et c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que le bébé sera de manière archaïque et involontaire. Un adulte, si son système nerveux est bien calibré, il aura accès au mouvement volontaire. Et donc faire ce pourquoi il veut faire, avec un coût énergétique qui est le moindre possible. Ouais, Et donc c'est pour ça que bien, finalement, c'est on est tous avec des réflexes archaïques. c'est basé pour la survie. En fait, c'est pas quelque chose qui est néfaste. C'est vrai que souvent on a tendance à dire, ah, t'as des réflexes archaïques, c'est que c'est pas bon. Non, c'est normal. Oui, voilà, c'est quand ils sont pas. C'est ça. Donc, on est tous avec des réflexes archaïques. C'est bon, c'est ça. Utile et nécessaire et indispensable pour la survie. Sauf que ils doivent s'intégrer au fur et à mesure pour laisser la place à des mouvements volontaires. Et c'est quand ils sont pas intégrés que finalement on se retrouve avec des difficultés diverses et variées. Et peut-être que tu peux nous en citer quelques-unes justement de difficultés liées à des réflexes archaïques. Je pense par exemple au réflexe de Moro s'il n'est pas intégré, que ça va induire justement, ça peut induire une insécurité aussi intérieure un peu permanente, au bruit, je crois, mais je suis plus tout à fait sûre. Je veux bien que tu nous en dises plus. Bien sûr. En fait, un réflexe archaïque non intégré à l'âge adulte, c'est comme un petit grain de sel ou un petit grain de caillou dans des grands rouages de la vie. C'est-à-dire que si tu as un réflexe archaïque qui non intégré, il aura forcément des répercussions sur 4 grandes sphères. La sphère motrice, posturale, la sphère cognitive, la sphère émotionnelle et la sphère au niveau des fonctions autonomes. Donc, chaque réflexe archaïque, il en existe plus de 72 qui sont répertoriés à peu près à l'heure actuelle. À peu près. Donc, chaque réflexe archaïque, s'il n'est pas intégré à l'âge adulte, c'est un petit grain de sable qui vient se mettre dans les rouages pour ton plein potentiel. Et en fait, c'est intéressant que tu parles du réflexe de Moro parce qu'il est très en lien également avec le sommeil de manière générale. Le réflexe de Moro, c'est lorsqu'on teste le bébé, je sais pas si tu es présent, donc simplement le médecin il va le tenir, il va laisser la tête partir en arrière et le bébé va faire ce petit mouvement d'extension et ensuite se referme. Ce réflexe archaïque en podcast qui ne te verront pas, pour les gens qui nous écoutent en podcast, c'est le fait d'étendre où il y a les bras qui partent derrière, qui partent sur chacun des côtés, et puis après du coup le fait de revenir, enfin le fait de partir et de revenir. C'est ça. En fait, c'est un mouvement d'extension où tu as la tête qui va partir en arrière, les deux bras et les deux jambes en extension, ensuite se refermer vers l'intérieur en position fœtale. Et ce qui est intéressant avec ce réflexe-là, c'est que c'est le réflexe qui va nous permettre de faire la première respiration du bébé ou une des premières respirations. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant, c'est que si tu as un réflexe de Moro mal intégré, tu peux avoir des répercussions au niveau de la respiration. Pourtant, la respiration, c'est quelque chose que tu fais de manière involontaire tous les jours. Et donc, ça peut être perçu comme une menace. En plus de ça, on parlait du réflexe de Moro. On s'arrête juste 2 secondes là-dessus parce que Ok, d'accord, ça va. Non, mais c'est fou parce que moi, je parle beaucoup de respiration sur le podcast dans le sens où c'est un des outils les plus qu'on a déjà à portée de main tout le temps et puis qui est un des outils les plus efficaces pour justement se calmer, qu'on peut utiliser au moment du coucher, la nuit, pour une sieste, etc. Et c'est vrai que certaines personnes, et en plus, j'en ai fait partie, j'avais une respiration complètement dysfonctionnelle. Bon, maintenant, il y a peut-être cet élément-là qui venait se greffer aussi. L'œuf ou la poule, après. Oui, bien sûr, non, mais il y a les deux. Et je vois beaucoup de personnes, parmi les personnes que j'accompagne, qui vont avoir vraiment des blocages ou une difficulté au niveau de la respiration. Et là, pour le coup, je ne savais pas que ça pouvait être lié à des réflexes. Tu peux en dire encore un petit peu plus? Bien sûr. Donc, c'est pour ça. C'est que le réflexe de Moro, et c'est pour ça qu'il a énormément d'impact parce que c'est un des premiers réflexes qui se développe. Il a un très gros impact au niveau de la respiration, comme on l'a mentionné. Donc, la calibration, est-ce que tu es capable d'inspirer fortement, expirer fortement? Est-ce que tu vas pouvoir réharmoniser? On rappelle qu'en fonction de l'inspiration, l'expiration, en fonction des différentes narines, etc., on a également un système qui est plus parasympathique pour chercher à digérer, chercher le sommeil, etc., alors que l'autre, il est plus sympathique, prêt à t'activer. Il y a énormément d'impact à ce niveau-là et justement, ça rejoint dans cette boucle, dans cette régulation de manière générale. On parlait tout à l'heure également des sens sensoriels. Le système sensoriel viendra alimenter le mouvement de manière générale. Le sens, au niveau du réflexe de Moro, c'est le système vestibulaire. Donc, c'est le petit oreille interne. On reprend le test qu'on a utilisé tout à l'heure avec en équilibre sur les deux jambes, sur une jambe, sur l'autre jambe. Il y a une part au niveau des récepteurs au niveau du pied, mais il y a une grande part au niveau de l'oreille interne et donc du système vestibulaire. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas capable de tenir en équilibre sur cette jambe, peut-être, une fois, c'est des hypothèses, il en existe d'autres paramètres, que tu as des problématiques au niveau de l'intégration de ce réflexe-là.
Et ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'études qui montrent le lien entre le système vestibulaire, ta capacité de mémorisation, ta capacité à gérer l'émotionnel, notamment l'anxiété, et ta capacité de concentration. Et donc, on voit déjà ce transfert tout fait entre le mouvement, de manière générale avec la capacité cognitive et la régulation émotionnelle. Et en fait, on voit ce triptyque qui commence à se mettre en place et ça devient très intéressant. Donc, ce réflexe Moro que tu viens d'expliquer, je sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, c'est celui qui a probablement le plus d'impact sur énormément de sphères et que c'est un des premiers leviers à s'intéresser dans la calibration du système nerveux dans son ensemble. Oui, je l'évoquais parce que dans mes souvenirs dans la formation que j'ai fait en naturopathie là pendant 2 ans, il y a quelques temps en arrière, on voyait justement les réflexes archaïques. Il y avait toute une partie là-dessus. Donc j'avais dans mes souvenirs cet aspect-là, et aussi parce que j'ai pu constater, pour le coup dans ma sphère un peu plus personnelle, parce que ce sont des choses qu'on voit plus quand on est directement avec les gens, et j'ai pu constater que certaines personnes avaient vraiment un réflexe de Moro pas du tout intégré, et combien c'était impactant pour leur gestion de l'aléa. Dès qu'il y a un truc qui est hors de contrôle, enfin tu vois, l'absence de lâcher prise, dès qu'il y a un truc qui sort de l'ordinaire, d'un seul coup ça devient c'est pourtant rien, et intellectuellement la personne elle se dit je suis capable de le gérer, mais par contre à l'intérieur de moi mon corps il est en panique complète. Et donc c'est vrai que j'avais vraiment ce souvenir de ce lien entre un réflexe de Moro non intégré et puis cette sphère émotionnelle, cette gestion du stress qui est presque impossible pour la personne, même si intellectuellement elle tient la route, et puis qu'elle se dit non mais mon cerveau il se rend compte de quelque chose, mais mon corps dit autre chose. Je rebondis juste là-dessus. Il y a une chose que tu as dit et qui me parle énormément. C'est pourtant rien. Et surtout, comme tu l'as dit, elle intellectualise sur le fait qu'il y a rien, mais à l'intérieur, elle le ressent. Pas oublier une chose, c'est que l'intellect, c'est quelque chose qui est plus évolutif. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, tu n'as peut-être pas forcément conscience, tu essaies de mettre des limites, mais ce sera toujours présent. Donc peut-être que tu vas dire, cette situation, elle est sécuritaire, comme tu l'as mentionné, mais par contre, tu as tes pupilles qui vont un petit peu te dilater, tu as ta fréquence cardiaque qui va un petit peu augmenter, tu as tes mains qui vont un petit peu se dilater, etc. Tu dis, il se passe rien, mais ton système nerveux, lui, il sait. Tu peux pas lui mentir. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, alors, je sais pas pourquoi je pense à ça là, mais enfin, si c'est quand même lié. Mais tu sais, tu as peut-être entendu ça, je sais plus de quand ça date. Il y a quelques années en arrière, j'avais entendu que les profilers, comme ça, enfin les personnes qui en recherchent d'autres, eh bien, Ouais, ils avaient soit effectivement les analyses de sel en disant c'est comme l'ADN, c'est unique, et donc on pourrait retrouver les gens grâce à ça, mais aussi grâce à la démarche, parce que la façon dont on marche et la façon dont notre corps il bouge, eh bien c'est unique, c'est comme une empreinte. Et puis moi je m'étais dit bah oui c'est logique, parce que finalement c'est l'extension de notre tête, c'est unique parce que la connexion de nos neurones, la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est unique aussi. Et donc oui, ce que tu disais, ça me faisait penser à ça, dans le sens où tout notre être reflète ce qu'il y a là-dedans, et que c'est le premier indice de ce qui se passe, on le vit dans le corps avant de pouvoir intellectualiser quoi que ce soit. Je n'ai rien à rajouter là-dessus, je suis totalement d'accord. Alors, je voudrais bien qu'on aille un tout petit peu plus loin sur justement le terrain anxieux, la charge mentale, le manque de confiance en soi. On en a déjà un petit peu parlé, mais il y a un autre élément qui se rajoute à tout ça, qui est la notion de perfectionnisme. Je sais que tu as fait un épisode là-dessus. Le perfectionnisme, alors ça c'est quelque chose qui revient systématiquement. 99,9% des personnes qui vont rencontrer des troubles du sommeil viennent avec ce constat, c'est je sais pas lâcher prise, je suis toujours dans le contrôle et j'ai tendance à être perfectionniste. Alors, tu disais tout à l'heure quel est l'œuf de la poule, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'on sur cette notion, et puis qu'on essaye de donner quelques conseils aux personnes qui nous écoutent pour soit travailler là-dessus, soit, tu vois, pour engager un déclic, et puis montrer que il y a peut-être à la fois une nécessité pour le cerveau d'être comme ça, parce que souvent c'est qu'il trouve justement de la sécurité là-dedans, mais peut-être qu'aussi il y a une autre voie pour que ce soit moins impactant pour l'intérieur de notre être.
C'est très intéressant. Effectivement, c'est en fait la discussion qu'on a fait en off il y a 3 semaines de ça, me semble-t-il. Elle a émané beaucoup de choses, beaucoup de recherches de mon côté, donc c'était très intéressant. Et effectivement, en fait, c'est un paradoxe du système nerveux. C'est-à-dire que le système nerveux, il a à la fois besoin de sécurité, de routine, mais à la fois, il a besoin de bruit. J'appelle ça comme ça, c'est la résonance stochastique, mais c'est du bruit, de l'aléatoire. Et en fait, c'est un paradoxe dans lequel il va falloir naviguer. C'est-à-dire que, par définition même, le système nerveux, on l'a dit, il est fait pour la survie. Et ça veut dire que tout ce qui est dans un cadre, il aime ça. C'est-à-dire qu'avoir une to-do list bien planifiée, un agenda bien organisé, ça, il aime. Mais en même temps, il aime ça, il a besoin de ça, mais ça l'éteint un petit feu. Parce que pour évoluer, ton système nerveux, il a besoin d'adaptation. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un paradoxe, parce qu'à la fois, d'un côté, dans un spectre, il a besoin de cadre, de structure, de rigide, de cohérence, de manière à tout contrôler. Mais de l'autre côté, si tu veux un cerveau qui soit bien actif, bien plastique, ben, t'as pas le choix d'aller dans l'autre extrême, c'est-à-dire mettre de bruit, de l'incertitude, faire des choses que tu n'as pas forcément envie de, faire des choses qui va amener de l'incertitude et tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on parle d'un paradoxe, c'est pas l'un ou l'autre, il va falloir jouer entre les deux, entre la sécurité et la sécurité. Mais ça, c'est intéressant et quand tu fais le parallèle avec tout ce qu'on a dit depuis le début avec le système nerveux, c'est qu'il y a des personnes où trop de bruit, trop d'insécurité sera trop difficile pour elles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses propres sens, son oreille interne, sa propre réception, ses yeux sont déjà trop menaçants pour elles. Donc, il y a des personnes qui peuvent tolérer, je vais prendre des exemples vraiment juste de manière très concrète pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a des personnes qui vont pouvoir tolérer peut-être 10% de changement. D'autres personnes, 30 ou 40% de changement. Et c'est pas le changement en tant que tel, c'est par rapport à ton propre processus et de ce que ton système il est capable de tolérer. Et en fait, c'est un grand paradoxe. On dit pas que les personnes qui sont contrôlantes sont mauvaises, c'est dans l'extrême. C'est-à-dire quand tu es hyper contrôlant, là c'est problématique parce que tu perds cette plasticité et tout le pouvoir de ton système nerveux. Comme des personnes qui sont tout le temps dans l'insécurité, qui cherchent tout le temps la nouveauté, ok c'est bien, mais là il y a trop de bruit pour ton système nerveux. C'est pour ça qu'on parle vraiment de paradoxe et trouver le juste milieu entre les deux. Un juste milieu qui n'existe pas et qui est propre et individuel à tout le monde. Et oui, et donc là, si je vais dans le sens de ce que tu nous partages, ça voudrait dire que quelqu'un qui aurait des sens très, très développés. J'ai par exemple certaines personnes qui me disent, moi, j'entends le moindre bruit, le moindre truc que je sens sur ma peau, c'est vraiment une stimulation importante. Je suis très sensible aux odeurs, je suis très sensible à ce que je mange, le goût, très, très développé. Alors que d'autres personnes, ça va leur passer au-dessus. Et donc, elles vont avoir finalement moins de stimulation autour de ça. Donc, si je suis mon raisonnement, et tu me dis si c'est OK par rapport à ce que tu viens de dire, une personne qui, comme ça, vraiment serait ultra sensible, ça veut dire que il faut pas qu'elle cherche à ce qu'il y ait trop d'aléas, de chaos dans sa vie, parce qu'il y a déjà un bruit très important voilà, peu importe où elle est. Donc là, le fait qu'elle puisse être dans un cadre, ça va être très rassurant et elle a besoin de ça. En revanche, la personne qui, voilà, serait pas trop soumise à X stimulation, pourrait se permettre d'intégrer beaucoup plus d'aléas et au contraire, ce serait vraiment contre-productif qu'elle soit trop rigide dans son cadre parce qu'elle a la possibilité de faire, d'intégrer beaucoup plus de souplesse. Est-ce que c'est ça? Il y a un peu de ça. Et ce qui est intéressant dans la personne qui est très sensible, effectivement, faut que tu prennes des informations, mais il faut pas que tu sois dans l'extrême non plus, prendre trop d'informations. En fait, il faut le voir comme si tu avais un grand tableau devant toi. Quand tu as 3, 4 informations pertinentes, tu arrives à les sélectionner. Par contre, quand tu en as 10 000, tu sauras plus quoi sélectionner. Et pour l'exemple que tu as mentionné, bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas économe, c'est pas efficient de reconnaître et ressentir toutes ces informations au niveau de la peau, au niveau des yeux, au niveau de l'odeur, etc. Parce qu'en fait, ton système d'alerte au niveau du système nerveux, encore une fois, il faut le voir comme une balance. C'est-à-dire que prendre toutes les informations tout le temps, ça augmente ton coût énergétique. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention à ça, faut que tu sens ça. En plus de ça, faut que tu traites ton odeur, faut que tu sois entendre ça, etc. En fait, ton système nerveux, il s'attire très rapidement. Mais par contre, c'est pour ça que je dis oui, mais, pardon. Ouais, excuse-moi, non, je voulais juste rebondir sur ça. C'est les personnes qui ressentent tout ça, elles vont te dire, mais je peux pas faire autrement. Donc en fait, pourquoi tu considères que on peut faire le tri là-dedans, que c'est un apprentissage? C'est ça, c'est un tri à faire, c'est un apprentissage. C'est quand on parle d'essence, on prend des informations. Des fois, elle en prend pas assez, des fois, elle en prend trop. Mais le but, c'est de le normaliser au maximum pour que ce soit pas trop d'informations.
Parce que quand il y en a trop, tu te perds. C'est comme quand tu es au restaurant, tu as une carte avec 50 plats, tu dis, oh, je sais pas quoi prendre. Alors que tu en as deux, tu sais quoi prendre. Et en fait, ton système nerveux, il devient très rapidement saturé parce qu'il a beaucoup trop d'informations. Et là où, des fois, dans les suivis qu'on fait avec les personnes au niveau de la reprogrammation neuroposturale, on cherche pas à venir à que stimuler, on cherche à inhiber certaines informations. Inhiber, non pas dire, on est à ce sens-là, juste pour dire, là, il est beaucoup trop allumé. Tu n'en as pas besoin de cette information-là tout de suite. C'est comme si je la mettais dans un disque dur externe en disant, j'attends et j'en aurai besoin lorsque la situation le permettra. Donc c'est Par vraiment contre, apprendre à faire le tri et finalement à mettre un petit peu comme le DJ avec son son là, puis tous ses petits curseurs. Donc en fait, t'en réduis certains, t'en prends un. exact. Tu mets pas tout à fond parce que de toute façon sinon on s'en sort plus quoi, ça veut plus rien dire. C'est ça. Et par contre, et ce qui est intéressant, c'est encore une fois un paradoxe. Malheureusement, dans le vivant, il existe beaucoup de paradoxes. C'est à la fois que il faut apprendre le système nerveux à ne pas capter trop d'informations, sinon tu deviens saturé. Par contre, un sens par définition est involontaire. Du coup, il faudra mettre des stimulations de manière involontaire. Donc, jouer avec les mêmes règles du jeu que les sens. Si je peux prendre un exemple, l'audition. Stimuler l'audition, c'est quoi? C'est on va mettre du son dans une oreille. L'inhiber, c'est simplement, on viendra chauffer la main, on fera du palming au niveau de l'oreille, ou simplement on viendra couper tous les sons, ou des casques anti-bruit. Et en fait, c'est trouver le bon exercice pour la bonne personne en fonction de son système nerveux. Les personnes qui ont besoin de stimulation, on viendra stimuler par du son. Des personnes qui ont besoin d'inhiber, on viendra couper le son. De manière à ce qu'ensuite, notre système nerveux, il sera capable de gérer les bonnes informations, les informations qui sont pertinentes pour, une fois qu'on est en sécurité, créer de la performance avec un grand P, motrice, cognitive, émotionnelle. D'accord, donc là c'est vraiment un conseil que tu donnes pour les personnes qui ressentent énormément de stimulation, comme on l'a dit. Donc quand les gens qui vont par exemple me dire, moi je peux pas dormir sans bouchon d'oreille parce que le moindre bruit, la moindre chose, la mouche qui est dans la pièce d'à côté, je l'entends et ça me dérange. Donc là, il faut travailler justement avec ce que disait le palming. Donc pour les personnes qui nous écoutent sur le podcast, qui seraient pas sur YouTube, donc c'est le fait de venir frotter les mains, la main elle est chaude et là on place nos deux mains sur les oreilles. Comme ça fait quoi? Donc ça empêche d'entendre les sons, ça permet de se concentrer sur quelque chose de spécifique. C'est ça. L'idée, c'est simplement de recalmer le système dans son ensemble. On dit, calme-toi, t'as pas besoin de cette information là à l'instant T. Ok. Est-ce que tu aurais un ou deux autres exercices comme ça pour à la fois peut-être aller dans une stimulation par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Tu vois, on a parlé du réflexe de Moro, on a parlé là de toutes les stimulations, etc. Est-ce que tu aurais un ou deux exercices que tu pourrais nous partager et pour que les gens puissent vraiment à la fois se rendre compte que ce sont des mouvements où il n'y a pas besoin d'avoir du matériel, d'aller dans une salle de gym ou de faire 1000 choses. Vraiment que c'est avec toi, tout seul chez toi. C'est facile à faire, que ça prend pas de temps. Et puis comme ça donne des petites billes si on veut commencer à faire quelque chose. Alors, je vais en donner 3. Le premier, je dirais que c'est la respiration. La respiration très simple où tu simplement coucher sur le dos et tu vas faire la respiration. Tu vas inspirer en 3 secondes et tu vas expirer en 7. L'idée, c'est que ça va pas mal jouer au niveau parasympathique. Donc, très intéressant. Le deuxième exercice que je donnerais, c'est justement par rapport à ce réflexe de Moro, parce que là, on l'a dit tout à l'heure, c'est que les stimulations vestibulaires et l'activation de l'oreille interne a de très grands liens de manière générale sur la sphère cognitive, posturale et mouvement, mais également des liens directement avec la notion de rythme. Rythme qui est très important par la notion de cycle. Encore une fois, il y a le jour, la nuit, les saisons, la contraction musculaire, le battement du cœur, le relâchement du cœur, etc. Et donc, un exercice pour stimuler le Moro. Alors, en fonction des personnes, au début, je dirais 15-20 secondes, c'est déjà assez stimulant. C'est simplement être couché sur le dos et faire comme des petites roulades. On vient basculer la tête en arrière. Donc, ceux qui me voient sur YouTube, c'est pas mal. Donc, on est comme ça. On vient basculer la tête en arrière. Pour les personnes qui nous écoutent pas sur YouTube, mais plus sur la chaîne de podcast, l'idée, c'est simplement de partir en boule. On vient basculer la tête en arrière et faire une mini roulade. C'est pas une roulade complète. On vient basculer la tête en arrière et on revient en position normale en flexion de tête. Donc, en fait, extension de tête, le corps part en arrière, c'est exactement ça. On refait le même mouvement que le réflexe de Moro. Mais encore une fois, de manière sécuritaire. Et selon les personnes, au début, je dirais 15-20 secondes, c'est déjà assez suffisant. Okay. Et ensuite, un dernier exercice en lien avec la discussion qu'on a eue et cette notion de perfectionnisme et d'hyper-contrôle. Et d'ailleurs, attends, excuse-moi, avant que tu passes sur ce dernier conseil, je suis désolée, je voulais pas te couper, mais j'ai envie de partager cette réflexion parce que je disais au début du podcast que
que je m'y étais beaucoup intéressée, et notamment par rapport à mon aîné. Et typiquement, quand il était plus petit, ça va mieux maintenant, mais c'est quand même pas évident pour lui. C'est que, tu vois, pour brosser les dents à un enfant, on lui fait mettre la tête en arrière. Et il n'était pas capable de le faire, en fait. Et donc, ça générait un stress, mais incroyable pour lui. Donc, même à chaque fois qu'il veut regarder, par exemple, oh tiens, un avion dans le ciel, en fait, il est obligé de tourner comme ça. Et du coup, on peut imaginer combien c'est impactant pour le corps dans la vie de tous les jours. Quand, par exemple, tu prends les transports en commun, en fait, à chaque fois que tu as ce mouvement de tête, finalement, ton corps, il est en insécurité, il flippe. Et donc, on se rend pas compte à quel point ces situations intérieures mangent de l'énergie, mangent des ressources, parce que c'est pas une fois, c'est pas juste pendant 3 minutes qu'on se brosse les dents, c'est en fait toute la journée que le corps, il doit dealer avec ça. Donc ça me faisait vraiment penser à ça, et le fait de savoir qu'on peut rééduquer le corps avec juste le même mouvement pendant à chaque fois quelques dizaines de secondes par jour, je trouve que c'est précieux. C'est à 100%. Et l'exemple que tu as mentionné, il est très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à vivre avec un réflexe archaïque qui est non intégré ou un système sensoriel de manière générale qui est pas bien calibré. On arrive à vivre. Par contre, on vit tout le temps avec un frein à main. Comme un petit levier, comme on se sent limité dans chaque action qu'on va entreprendre. J'aime beaucoup l'image. On se sent restreint dans la capacité à se concentrer. On se sent restreint en faisant telle tâche. Et en fait, il y a un autre réflexe. Donc là, on prend l'exemple du réflexe de Moro. Donc, il y a une chaîne de compensation. Il y a un autre réflexe qui est très cool. C'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Et ce réflexe-là, il a une très grande corrélation entre la dissociation entre la tête et les bras. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça peut dire? Des personnes qui font du vélo, qui commencent à tourner la tête à gauche parce que quelqu'un l'a appelé et qui commencent à tourner le guidon. Ok, on n'arrive pas à dissocier la tête avec le reste du corps. Donc, on arrive à vivre. C'est-à-dire que je peux tourner la tête. Si mes bras tournent, c'est pas grave. Par contre, ça va augmenter mon coût énergétique. Ça va me demander beaucoup plus d'attention pour garder mes bras dans l'axe et tourner la tête. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a entre la tête et les bras? Une région cervicale. Et donc, des personnes qui me disent, j'ai tout le temps des torticolis à droite. J'ai tout le temps des tensions à la région cervicale à droite. Est-ce que le problème, c'est la tâche que tu es en train de faire, le fait que tu es tout le temps derrière l'ordinateur, que tu as mal à la région cervicale? Ou est-ce que c'est parce que ton système n'est pas bien calibré et que le fait d'être face à un ordinateur, tête droite, et des fois tu tournes la tête de gauche à droite, entraîne plus de coûts énergétiques, beaucoup plus de compensation? C'est quoi, l'œuf ou la poule? Je laisse chacun ses suppositions. Ouais, bien sûr. Et je rappelle là, quand tu parles de coûts énergétiques, pour les personnes qui peut-être me découvrent aujourd'hui sur le podcast ou sur YouTube et qui n'ont peut-être pas ce lien-là en tête, je vais faire cette parenthèse. Bien garder à l'esprit que le sommeil, c'est donc une fonction innée du corps qui s'impulse grâce au système nerveux, au système hormonal, mais qu'il faut des ressources pour ça. Il faut que le corps il puisse synthétiser des neurotransmetteurs, des hormones. Il faut qu'il puisse mettre en place cette fonction sommeil à la fois au bon moment, mais aussi dans tous ces cycles. Tu as beaucoup parlé de cycles, d'oscillation. Donc, dans tous ces cycles, il suffit pas de l'impulser, mais après, il faut pouvoir rester la nuit endormi. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir maintenir ce sommeil et toutes les vagues et toutes les oscillations à l'intérieur qui se voient lorsqu'on fait par exemple un électroencéphalogramme, c'est-à-dire on va passer par plusieurs phases de sommeil. Donc tout ça pour dire, c'est que quand le corps il mange toutes ses ressources, jour après jour, mois après mois, année après année, pour gérer tout ce qu'on vient d'évoquer là finalement depuis le début, avec bien sûr les casseroles qu'on a dans la vie, les galères qu'on va rencontrer, les traumas qu'on peut avoir, toutes les périodes de vie qui vont être très taxantes, qui vont aussi manger toutes ces ressources, à un moment donné, si on n'en apporte pas suffisamment, et ce qui est souvent le cas, très clairement c'est presque tout le temps le cas, eh bien on se retrouve plus rien. Hop, il n'y a plus rien, le sommeil, on n'arrive plus à l'impacter. Et c'est en ça où vraiment, au-delà de tout ce qu'on vient de partager, c'est aussi à travers ce coût énergétique qu'on se rend compte à quel point cette gestion de l'intégration des réflexes et de tout ce que tu fais, toi Sébastien, dans ton quotidien, est importante pour le sommeil et pour finalement vivre bien. Bon, je referme cette grande parenthèse et à moins que tu veuilles rebondir dessus, mais sinon je crois que tu avais un troisième conseil à nous partager et je t'avais coupé, mon excuse. Non, c'est très bien parce qu'en plus ça me permet de rebondir qui fera la transition vers le troisième conseil. C'est parfait. C'est comme tu l'as très bien dit au début du podcast, c'est que le sommeil ne vient pas. C'est-à-dire qu'il est incorporé de manière générale dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas juste
un bouton off, c'est une période active. Et ça viendra pas juste comme ça en disant, je vais juste faire une petite routine, juste le matin, enfin le soir, pardon, etc. C'est dans la globalité, dans l'ensemble de ce que tu fais dans la journée. Elle est en différents cycles, elle est en différentes pulsations, oscillations. Tu as une période active à travers la journée et la période active, mais qui est à travers la nuit. C'est pas une période off, c'est une période active et que c'est englobé dans la manière générale dans ce que tu fais toute la journée sur les 24 heures et pas juste les 16 heures ou 15 heures que tu es debout et les 8 heures debout. C'est un ensemble. Et donc, le troisième conseil que je donnerais, c'est des exercices de coordination. C'est vrai que j'en partage beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'exercice de coordination, faut pas le voir en tant que performance au niveau de la coordination. C'est-à-dire qu'il existe énormément de possibilités. Des moments où on vient croiser la ligne médiane, du jonglage, peu importe quoi. Pourquoi c'est intéressant? On a dit d'une part que le sommeil, de manière générale, c'est basé sur un cycle ou sur un rythme. Rythme jour, rythme nuit. Quel est le meilleur exercice pour créer du rythme que de la coordination ou du jonglage? On jongle, fait pam, 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 pam. Il y a cette notion de rythme. On évoquait également tout à l'heure qu'il y a ce côté perfectionniste. Les gens qui sont dans l'hyper-contrôle. Toute personne qui a déjà cherché à jongler ou à faire des exercices de coordination complexes savent que c'est très dur. Et du coup, tu n'as pas le choix d'être confronté à cet échec et d'avoir un système nerveux et une calibration qui soit plastique, qui soit ouvert au changement et donc créer de nouvelles connexions. Donc c'est pour ça que le dernier conseil, c'est vraiment la coordination, non pas en tant qu'exercice en tant que tel, mais pour l'impact que ça a sur ton système nerveux et sur tous les cycles de la vie de manière générale et toute la performance au niveau cognitif, émotionnel et postural. Donc voici mes 3 conseils que je pourrais donner. Ah, j'adore le dernier, les 2 autres bien sûr aussi, mais le dernier, je l'adore particulièrement parce qu'en plus, tu viens introduire quelque chose qui est essentiel et justement qui est tellement difficile lorsqu'on est perfectionniste. C'est ce rapport à l'échec. Ce rapport à l'échec. Donc à la fois pour tout ce que tu viens d'évoquer, dans ce que ça fait dans le cerveau, dans la coordination, les connexions au niveau synaptique, effectivement, lorsqu'on a un cerveau qui connecte bien, forcément tout se fait mieux et plus facilement derrière. Mais aussi la relation à l'échec dans la vie. C'est-à-dire que souvent on considère que, et tu l'as dit tout à l'heure par rapport à la situation assise, la posture debout, etc. Mais quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, on a tendance à considérer cet événement et à dire c'est cet événement qui m'a stressé. Sauf que pour une autre personne, cet événement, il n'aura pas été si stressant que ça. La personne, elle va dire ok, bon, j'ai vécu ça, c'était pas confortable, j'ai pas aimé, mais c'est tout. Alors que pour la première personne, ça va la faire cogiter, ça va la tracasser, elle va pas endormir pendant des semaines et des semaines. Donc effectivement, ce rapport à l'échec de j'ai pas réussi ça, il s'est passé ça, j'ai pas été au top, j'ai pas été parfaite, j'ai pas été parfait, ou alors quand je mets en place des choses, j'y arrive pas forcément. C'est dur. Et donc pour certaines personnes, ça va être tellement dur de se confronter à l'échec qu'elles ne vont même pas faire. Donc finalement, elles vont se priver de certaines choses parce qu'elles ne vont pas vouloir tenter quelque chose de nouveau. Ou alors elles vont être complètement polluées par leurs anciens échecs. Et c'est vrai que quand on voit pas l'échec comme un échec, mais juste comme un apprentissage, il y a quelque chose d'un seul coup qui s'apaise. Et dans cette relation au sommeil, mais c'est incroyable de pouvoir juste réfléchir à ça. J'ai envie de dire, premier pas, on réfléchit à ça, on regarde comment on fonctionne. Ça me parle et c'est une chose extrêmement complexe dans le monde dans lequel on vit parce que depuis tout petit on est baigné dans cette culture de perfection. Tu sais, tu prends alors, je ne suis pas contre le modèle scolaire. Je suis contre la manière dont c'est enseigné, de manière générale. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que je repense notre façon de comprendre l'intelligence parce que la réalité c'est que tu as une mauvaise note ou quoi que ce soit, tu es tout le temps là à punir. On n'est pas là dans l'analyse des couleurs, etc. Tu fais une erreur, tout de suite, on te met barre en rouge, etc. Et en fait, tu es baigné dans cette culture où tu dois rechercher la perfection et toute erreur ou tout échec est perçu comme quelque chose de négatif et non pas comme une leçon. Et c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que le modèle scolaire va t'enseigner ça et à côté de ça, les parents, l'entourage sont baignés également dans cette culture-là et toi, faut que tu prennes ça comme une leçon en disant non, l'erreur, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est quelque chose d'apprentissage. Alors qu'à côté de toi, tu as 99 personnes sur le 100 qui te disent non, c'est pas bien ce que tu as fait. Et toi, faut que tu ailles au-delà de ça. Donc, et ça permet de dire à la personne, oui, l'échec ou l'erreur n'est pas quelque chose de fatal, c'est une source d'apprentissage. Mais par contre, il faut aussi savoir que tu seras pas seul, mais un accompagnement, des fois, n'est pas trop non plus. Parce que la réalité, c'est que tu es très souvent seul dans cette situation où on a tendance à diaboliser l'échec.
ou l'erreur. Oui, Donc, tu veux c'est dire quelque qu'on chose qui est on est complexe souvent en vrai. seul à apprendre les choses comme ça et du coup, on doit faire ce deuil que tous les gens autour de nous seront dans le même état d'esprit. Mais par contre, pour soi, il faut pouvoir entretenir un rapport différent à l'échec si on veut se C'est construire, ça. si on veut évoluer. Mmh. Parce que si maintenant tu as 30 ans, en vrai, ça, si tu as 30 ans, on te dit, allez, peut-être pendant 28 ans, on t'a baigné dans une culture où on te dit, l'erreur, c'est pas bon. Donc c'est difficile après de Ah changer ouais, de faut aller à totalement, de dire, contre-courant. ah ouais, Ouais, faut être le petit poisson qui remonte le courant, là, il y a pas le choix, en fait. c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi pour dédramatiser aux personnes qui essayent de chercher l'erreur, chercher l'échec comme source d'apprentissage. Faut pas se voiler la face en se disant, du jour au lendemain, c'est pas dans la tête de dire, mais non, l'erreur, c'est bien. Non, on l'a dit tout à l'heure, c'est que toi, tu conscientises, mais ton système nerveux, il l'intériorise. Lui, il le sait. Il sait que c'est pas bon parce qu'il a été baigné dans ça depuis longtemps. Donc, ça va prendre du temps à accepter l'erreur, accepter l'échec, pour ensuite avoir quelque chose qui est plus plastique et quelque chose qui soit bénéfique pour soi. Ah ouais, non, mais c'est incroyable ce que tu nous dis là. Et ça me fait vraiment penser à quelque chose aussi qui m'avait marqué. Écoute, j'ai participé, là, j'intervenais au sommet de l'hypersanté à Lyon, qui a été organisé il y a quelques mois en arrière. Et il y avait Kevin Finel qui intervenait aussi, que tu connais peut-être, qui fait de l'hypnose, qui a créé l'Arche et qui a créé la plateforme, qui a co-créé la plateforme Psychonautes. Et donc, il a fait une petite conférence d'une demi-heure là sur l'hypnose. Et il y a un point qui m'avait vraiment parlé dans ce qu'il présentait, c'était le fait que l'hypnose permettait d'aller chercher plus de souplesse au niveau du mental. Donc, d'aller plus facilement chercher un état de conscience différent, de passer d'un état de conscience à un autre, finalement. Et moi, j'étais là, je me disais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour parfois se sécuriser dans cette notion de contrôle, et peut-être parce que justement notre corps il a pu être en insécurité, en souffrance pendant longtemps, il a tout rigidifié. Et donc on se rigidifie dans le corps pour tenir, pour pas tomber, parce que les réflexes sont pas intégrés, parce que bah voilà on peine en fait. Donc pour être le mieux possible que notre corps, parce que lui il est résilient, il va essayer de trouver des solutions pour que ça nous coûte le moins, donc il va se rigidifier. Et quand on se rigidifie dans le corps, on se rigidifie aussi au niveau du mental. Or, pour aller vers le sommeil, il faut pouvoir redescendre. Il faut passer, enfin, sans rentrer dans les détails, mais il faut que au niveau des ondes cérébrales, on puisse passer d'un mode à un autre. Il faut pouvoir ralentir. Quand on veut somnoler, faire une sieste, faire un break, se mettre dans l'état de conscience où on est en train d'écouter le chant des oiseaux, mais on n'est plus tout à fait là, mais même si on dort pas tout à fait, bah, il faut avoir, et tu as parlé je crois que tu as parlé de flexibilité. Non, tu as utilisé un autre mot, je sais plus, il était très pertinent. Je sais plus, c'était Ah, je sais plus. flexibilité. Voilà, en tout cas, cette capacité mentale, de souplesse mentale. Et moi, j'ai l'impression que ce que tu nous dis tout à l'heure, c'est ça en fait, c'est qu'on vient retravailler sur la souplesse mentale pour pouvoir permettre plus de choses, pour optimiser son potentiel. C'est ça. C'est optimiser son potentiel. Peu importe ce que c'est. C'est-à-dire que on n'est pas, en fait, on est un facilitateur. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des solutions pour que tu aies plein potentiel de ton corps, plein potentiel de ton esprit, plein potentiel au niveau cognitif et au niveau de ta gestion émotionnelle. C'est-à-dire que peut-être tu vas pas être, en fait, le but c'est d'être armé à la vie. Armé avec c'est pas dans le sens négatif. C'est juste être prêt à la vie. C'est-à-dire que on te demande pas, on prend l'exemple, par exemple, du sportif, on ne demande pas à la personne de faire des squats, par exemple. Par contre, on sait que ça peut avoir un certain impact. Et c'est-à-dire que le jour où tu devrais être capable de le faire, tu sois capable de le faire. On te demande pas d'être concentré pendant 1 heure sur une tâche. Par contre, si une fois tu devrais être concentré sur une tâche, est-ce que tu es capable de la faire? En fait, c'est donner des petits outils, donner à manger à ton cerveau pour être capable et pour utiliser le plein potentiel. Donc c'est surtout ça, sans forcément chercher de la performance dans un domaine bien spécifique, c'est juste te donner les armes et les billes pour pouvoir faire ce qu'on te demande de faire ou ce que tu veux faire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, j'avais une sphère autour du mouvement et une des choses que je voyais des fois, c'était voir des parents qui étaient bloqués à ne pas jouer avec les enfants parce qu'ils avaient mal au dos. Là, tu dis, c'est triste. On dit pas que tu dois venir jouer avec ton enfant. On te dit juste que si tu veux le faire et si ça te tient à cœur, faut que tu sois capable de le faire. Et c'est juste ça que je trouve triste. Et l'idée, c'est juste redonner ce pourquoi tu devrais être fait, utiliser ton plein potentiel pour ce que c'est libre à chacun, en fait. Je te remercie beaucoup, Sébastien. On va aller tout doucement vers la fin de cet épisode. Ça fait plus Ouais. de qu'on discute. C'était passionnant. J'aurais bien discuté encore 2 heures de plus avec toi. Je suis sur un rendez-vous après, donc je ne vais pas abuser de ton temps. La dernière question qui me taraude, c'est par rapport à ce fameux TDAH.
C'est quelque chose qui revient beaucoup, qui est impactant vis-à-vis du sommeil. Beaucoup de personnes que j'accompagne vont me dire: «Bah, moi, c'est lié à, voilà, mon trouble du déficitaire de l'attention, je suis hyperactif, je suis comme ci, je suis comme ça». Quel est ton regard, toi, là-dessus? Est-ce que tu considères que c'est une fin en soi, qu'il y a quand même des choses à faire, qu'on peut limiter les effets, que finalement c'est plus la répercussion d'autre chose? Je serais très curieuse d'avoir ton point de vue d'expert là-dessus. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses à voir. Déjà, par rapport au TDAH, c'est un diagnostic, donc c'est-à-dire qu'il y a un suivi qui doit être mis en place à ce niveau-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que un TDAH, tu ne vas pas guérir d'un TDAH si c'est un vrai TDAH. Par contre, tu peux minimiser les symptômes par différents exercices, par un contexte environnemental, social, etc. Donc, par rapport à mon avis d'expert, est-ce que le TDAH peut avoir un impact au niveau du sommeil? Ça ferait sens. Est-ce que le fait d'être TDAH dira que tu auras toute ta vie des problématiques au niveau de sommeil? Je ne pense pas. Parce que on le voit, on peut avoir des répercussions positives par un accompagnement bien spécialisé, par des exercices comme on a pu citer, où on arrive à minimiser l'impact que le TDAH peut avoir sur ta sphère, sur toutes les sphères, motrices, émotionnelles, cognitives et au niveau du sommeil. Donc en fait, et ce qui est intéressant, c'est que avec Labo, en plus, on est en train de créer différentes études à ce niveau-là, justement sur les réflexes archaïques, l'impact, mais plus au niveau scolaire. Et on voit pour le moment, c'est les balbutiements, mais on voit beaucoup de résultats très positifs dans l'atténuation au niveau des symptômes. On ne guérit pas, par contre, tu peux limiter l'impact et le coût que ça peut avoir sur ta vie de manière générale. Donc, est-ce que c'est une fin en soi? Non. Est-ce qu'il y a un travail à faire et un accompagnement à faire? Je pense que oui. OK, super. On avait dit qu'on reviendrait sur les douleurs physiques, mais finalement tu l'as dit, je fais juste une petite, je mets un petit point à ce sujet-là, Mmh, simplement parce que, bah, toi, c'est ce que tu as vécu, tu avais des c'est douleurs ça. et puis finalement en travaillant au niveau des réflexes et en travaillant, en faisant cette reprogrammation, neuroposturale, eh bien, tu t'es libéré de ces douleurs parce que ton corps, il a retrouvé cette souplesse dans le mouvement. Et donc, pour les personnes qui vont avoir des douleurs chroniques au dos, au cervical, ça les empêche de dormir. Et quelque chose d'important aussi, et c'est vrai que là, je pouvais pas ne pas le citer, les personnes qui vont par exemple avoir beaucoup de tension au niveau des cervicales, et ça peut se répercuter sur la mâchoire, ça peut se répercuter, contribuer à ce qui est plus de bruxisme, beaucoup de tension qui fait que même au niveau de l'occlusion dentaire, c'est compliqué, ou les personnes qui vont faire de l'apnée du sommeil parce qu'au niveau de la mâchoire, bah, il y a quelque chose de l'ordre de euh, d'une mauvaise posture de la mâchoire. Eh bien, il y a des choses à faire. C'est juste le message que je voulais envoyer là. C'est qu'il y a vraiment des choses à faire en venant faire un travail de fond qui va finalement avoir des répercussions positives, des impacts sur l'entièreté du corps et du mental. Ce qui me permet de rebondir et comment je vois la douleur ou les tensions de manière générale, c'est au même titre que le sommeil. Tout n'est qu'information. C'est-à-dire que tu as un mauvais sommeil ou tu as un bon sommeil. Ok, c'est une information, mais qu'est-ce que cette information te signale? Tu as des douleurs ou tu n'as pas de douleur? Qu'est-ce que cette information te signale? Et là, tu disais l'exemple de la mâchoire, tu as pris l'exemple de plein de choses. Effectivement, il existe des solutions parce que si tu as des douleurs, tu as des problèmes de sommeil ou tu as d'autres problèmes, c'est un signal pour te dire quelque chose ne va pas. Ensuite, le vrai job, c'est de trouver c'est quoi ce quelque chose qui Eh te oui. dit que ça ne va pas bien. Donc, tu vois, on prend l'exemple des douleurs, ben, des fois, ça peut aller voir un dentiste. Des fois, ça peut aller voir un orthoptiste. En fait, il faut juste voir les professionnels. Mais encore une fois, que sur la douleur, le sommeil ou plein d'autres choses, tout n'est que signal. L'idée, c'est juste de savoir qu'est-ce que ce signal veut dire. Quelle est l'interprétation? Ouais, c'est super mot de la fin, ça. Ça me parle beaucoup. Ah, Donc Sébastien, on peut te retrouver sur les réseaux, sur Instagram. Tu fais plein de posts super intéressants. Là, j'en avais noté quelques-uns où tu dis, par exemple, fais cet exercice pendant 30 secondes quand tu es fatigué devant ton écran. Mais qui n'est pas concerné par ça? C'est incroyable ce post. ah, Ou alors, 4 exercices à faire quand tu perds ta concentration. Mais c'est pareil. Je veux dire, comment dire, c'est d'intérêt général, les posts que tu fais, surtout dans nos sociétés où on travaille quand même vraiment beaucoup, toute la journée, on a besoin de concentration, on travaille beaucoup devant les écrans. Donc les gens qui sont intéressés par ton discours, ils peuvent te retrouver sur Instagram, mais dis-nous aussi, dis-nous-en un petit peu plus, ta newsletter, où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que tu fais, les gens qui veulent aller plus loin, voilà, n'hésite pas à nous partager un petit peu là où tu rayonnes.
Parfait. Alors c'est vrai que je partage beaucoup sur Instagram. Donc Instagram c'est Seb-Zimmer. J'ai lancé il y a quelque temps LinkedIn, même si je suis pas hyper actif. Sébastien Zimmer également. J'ai ma chaîne YouTube Seb Zimmer, comme son l'indique. Et sur l'ensemble des plateformes, j'ai une newsletter que j'envoie toutes les semaines. Où l'idée c'est un paradoxe du vivant, où j'explore une nouvelle manière de comprendre l'intelligence à travers le sommeil, la productivité, la motivation. J'ai également parlé. En fait, il y a plein de choses où en fait, c'est mes pensées, c'est mes écrits. Et sinon, c'est ça. Et il y a une chose, un petit mot de la fin. De manière générale, que ce soit dans ce podcast ou dans tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, de manière générale, c'est une phrase que j'aime bien qui venait de Bruce Lee ou de Ip Man, je ne sais plus. C'est ne croyez pas, expérimentez et voyez ce qui marche pour vous. C'est-à-dire que là, il y a la théorie, il y a la pratique, mais il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher, et c'est l'expérimentation qui vous permettra de vraiment comprendre l'impact que vous allez pouvoir voir sur vous. Voilà, c'est vraiment le petit mot de la fin, si je me permets. Mais t'as bien fait. Et pour le coup, je ne peux pas m'empêcher de rajouter expérimenter, mais suffisamment longtemps. C'est sûr que si vous Oui, c'est vrai. expérimentez 3 jours, vous verrez pas de différence. Soyez aussi patient et indulgent avec vous-même parce que quand on parle de reprogrammation, on n'est pas devant son ordi en train de reprogrammer un logiciel. On parle du vivant, d'un être humain. Donc voilà, soyez patient quand même avec vous-même. C'est beau complément. Je ne saurais rien rajouter. Sébastien, merci infiniment pour ton temps, merci pour tes conseils, merci pour cet échange très riche. Je sais qu'à certains moments, on est parti un petit peu dans tous les sens et clairement, c'est ce que j'adore. On nous a partagé plein de trucs, c'est super. Merci beaucoup et puis je mettrai tous les liens qui renvoient vers ton travail en description à la fois du podcast et à la fois de la vidéo pour les personnes qui nous suivent sur YouTube. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, avant que j'oublie, pensez bien à liker, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous qui en auraient besoin. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochaines interviews que je vous partagerai. Bonne suite de journée à tous. Sébastien, merci, bonne continuation à toi et au plaisir d'échanger à nouveau. Merci beaucoup. Salut tout le monde.